Nous allons commencer avec un sujet particulier. Vous allez voir, l'émission de cette semaine va être intitulée Le discours haineux, les actes haineux et l'indifférence. Alors, ça tourne un peu autour de ça. Euh, Pourquoi je nomme cette émission ainsi, à ce moment-ci, bien précis? Alors, évidemment que ce n'est pas un hasard. On vient de passer la loi C10 ici au Canada, et qui met en place des mesures répressives, des mesures légales pour punir le discours haineux. Et puis, en fait, on s'appuie à peu près sur de rien de précis. C'est très flou comme évidemment comme appellation. C'est un peu comme le terrorisme, lutter contre le terrorisme. On peut mettre n'importe quoi dans ce grand sac. Alors, même affaire avec le discours haineux. Alors, on décrit comme étant haineux à peu près ce qu'on veut. Alors, réellement, ce qui est contre les visées et puis l'agenda du gouvernement et puis des grands lobbies, principalement. Donc, ça va avoir un effet de censure importante sur le web, qui est un outil qui fait énormément suer l'élite en ce moment. L'information qui circule à une vitesse phénoménale, exponentielle, et virulente, disons-le, réellement sur l'Internet. Et puis qui tend à faire prendre conscience à la population d'un paquet d'enjeux très importants. Et puis là, ben, on va essayer de classifier sous le discours haineux, les actes, en fait, ça, le discours haineux, même pas les actes en réalité, seulement que le discours. On est en train d'instaurer une police de la pensée. Et puis, ben, suite à cette tragédie qui s'est passée en France, la personne qui a ouvert le feu sur des gens, des enfants d'écoliers, et puis dont quelques-uns étaient juifs. Alors, il y a tout ce débat-là qui a été remis à jour, et puis juste au bon moment pour Sarkozy qui est en période préélectorale. Alors, voilà un bon moment pour réaffirmer, si vous voulez, selon ce qui voudrait avancer la population, sa pogne de fer sur le pays. Alors, montrer des mesures répressives. Alors, on a pu montrer la force, si vous voulez, le gant de fer de M. Sarkozy à attraper le dangereux criminel et puis montrer que l'ordre règne en France. Alors, il y a toute cette histoire qui se développe en même temps en France qu'ici au Canada, alors qu'on vient de passer cette loi C10. Et puis Sarkozy qui a manifesté son intention de mettre en place des lois. Et puis ça va être des lois qui va faire risquer la prise, en fait la peine d'emprisonnement pour les personnes qui vont se rendre sur des sites qu'on va juger comme étant haineux. Donc, voyez la pente glissante, extrêmement glissante, sur laquelle on commence à glisser de plus en plus, en accéléré. Et puis, ben, c'est comique parce que je suis conscient que les dernières émissions, j'ai été assez direct dans mes analyses. Et puis, à chaque émission, on parle de des sujets qui sont extrêmement sensibles, qui sont amplement couverts par le droit à la liberté d'expression et qui ne sont pas du tout haineux. Mais évidemment qu'avec les nouvelles lois qui sont en train d'être passées en France et puis qui viennent d'être passées ici au Canada avec la loi C10, quand on s'attaque, puis encore là, s'attaquer c'est un bien grand mot, quand on énonce des faits, des informations qui sont rapportées bien souvent, je fais par exprès, je prends des informations qui viennent des médias israéliens. c'est sûr que c'est un peu difficile après ça de venir m'attaquer en disant que je suis un antisémite ou qu'on peut tenir des propos haineux parce que bien souvent l'information vient de sources israéliennes elles-mêmes. Alors c'est sûr que à ce moment-là c'est plus difficile, mais il reste quand même que quand on parle des Juifs, on parle des Israéliens, ça devient extrêmement sensible. Les gens ont la peau très, 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 très sensible quand on parle de ces sujets-là. Et puis, si on critique les politiques et les actes de l'État israélien,
où on critique l'idéologie du sionisme, eh bien, on risque fort de se faire taxer d'antisémitisme ou de tenir des propos haineux, des discours haineux. Bien souvent plus qu'à tort qu'à raison. Et puis, je fais aussi, comme vous allez voir très bientôt, je fais aussi exprès quand je vous rapporte des nouvelles qui sont critiques et puis qui viennent d'Israéliens eux-mêmes ou de Juifs eux-mêmes qui critiquent en réalité les politiques de l'État d'Israël et puis des actes de l'État autant politique que militaire israélien. Il faut savoir dissocier les deux, mais évidemment que les personnes qui cherchent à vous faire peur et puis à essayer de délimiter le débat, en fait de limiter les informations les plus importantes, on essaie de faire peur aux gens qui s'y connaissent peu. Et dès qu'on sort les gros mots comme antisémite, ainsi de suite, eh bien souvent on va réussir à faire peur à une grande partie de la population. Les gens ne veulent pas s'associer ni de proche ni de loin avec des gens qu'on dit antisémites. Vous pouvez être anti-musulman, vous pouvez être anti-russe, ça, il n'y a aucun problème. Je veux dire, les gens vivent très bien avec ça. Mais être antisémite, c'est vraiment un crime très important en ce moment. Puis, ben écoutez, là où je vais en venir avec tout ça, c'est que, étrangement, ces nouvelles lois qui sont censées être mises en place pour contrer les discours haineux, vous allez voir très rapidement, moindrement que vous allez surveiller un peu ce dossier-là ou faire vos propres recherches, vous allez vous rendre compte rapidement que elles sont là principalement, majoritairement, pour des cas d'antisémitisme. En fait, on n'en a pas grand affaire finalement des autres formes de racisme. Mais c'est surtout là pour finalement essayer de faire silence sur la critique contre l'État d'Israël. Mais c'est ça, c'est que les gens ont tendance à faire après ça des amalgames, ceux qui vont nous attaquer, nous taxer d'antisémitisme ou ainsi de suite, de tenir des discours haineux. Et puis, on va mettre tout ça dans un même sac. Et puis, les gens ne feront pas la distinction entre critiquer une idéologie, des politiques, des dogmes, des idées, avec du racisme pur, avec vraiment, comment je dirais, des propos ostracisants, des propos réellement haineux. Alors jamais ici sur l'autre monde, et puis c'est peut-être un conseil à tous ceux aussi qui finalement qui naviguent dans la sphère politique ou dans les forums sociaux, et ainsi de suite. Il faut faire bien attention. C'est pas parce qu'on critique les politiques de Washington qu'on est anti-américain. Hein? Il y a une différence entre être raciste et puis avoir des préjugés sur une population entière, une ethnie ou une religion, ou ainsi de suite, et une critique d'un État, d'un gouvernement, de des politiques, de des idéologies. Il faudrait savoir faire la différence entre toutes ces choses-là, n'est-ce pas? C'est là qu'il y a tous les problèmes, les nuances à faire ici sur l'autre monde réellement, puis vous l'avez vu depuis 2007. Jamais on a fait l'apologie de la violence, jamais on a fait l'apologie du racisme, jamais on a essayé d'ostraciser une ethnie ou une religion, peu importe. Dans le fond, la seule raison pour laquelle on fait cette émission-là, c'est pour vous apporter les informations pour que vous puissiez comprendre quels sont les problèmes pour pouvoir mieux les régler. Quand on parle de haine, de propos haineux, on va en parler tout le long de l'émission. Vous allez voir, je vais faire souvent des rappels par rapport à ça. C'est étrange comment que ceux qui voudraient nous accuser de tenir des propos ou des discours haineux, d'être antisémite ou d'être raciste ou ainsi de suite, bien souvent ceux qui vous accusent de ça sont ceux qui sont les pires racistes, qui sont les pires anti-ci, anti-ça, anti-humanité, anti-vie.
extrêmement racistes, qui tiennent des propos haineux eux-mêmes, et non seulement tiennent des propos haineux, mais posent des actes haineux, et qui ont des conséquences parfois sur des masses, des populations entières, des pays en entier, des populations au complet. Et puis encore là, il faudrait faire la différence entre la haine qui est un sentiment qui psychologiquement est probablement le plus proche de l'amour, l'amour-haine. Encore quand il y a de la haine, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui nous dérange. Mais il n'y a rien de pire que l'indifférence. Tous les psychologues vous le diront. L'indifférence. L'indifférence peut vous briser un enfant pour le reste de sa vie. On réagit à la haine, on va isoler ça, on va haïr la personne en retour, on prend une revanche un jour, on va être capable de dealer avec la haine, on est capable de dealer avec l'amour. Mais l'indifférence, ça tue. Fait qu'on va parler un peu de ça, parce que quand on voit des gouvernements qui essayent de jouer la police de la pensée, en se promulguant quoi? Des gardiens de la moralité et puis de l'éthique, les gardiens des valeurs sûres, en vous jugeant, si vous promenez sur Internet et cliquez sur des liens et arrivez sur des sites qui jugent eux comme étant haineux, eux vont vous juger, eux savent mieux que vous ce qui est haineux, et ils vont vous poursuivre. Alors que ces mêmes gouvernements, qu'on parle autant des gouvernements que de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada, et ainsi de suite, ces pays qui disent vouloir contrôler les discours haineux, alors qu'ils portent des actes haineux eux-mêmes en supportant des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. En Libye, quand ils ont attaqué ce pays-là en sacrifiant la vie de 30 à 50 000 civils libyens, en larguant des bombes à uranium appauvri, radioactif, pendant des millions d'années, des milliards d'années, venant ainsi compromettre, défaire, anéantir l'héritage génétique, l'ADN ancestral que ces populations-là se transmettent depuis la fin des temps. On vient de condamner des centaines de générations à venir à une pollution radioactive parce qu'on disait qu'on voulait les libérer. On voulait protéger les populations contre un supposé boucher de Tripoli nommé Kadhafi. Voilà des actes haineux. Mais le gouvernement dit qu'ils vont vous surveiller si vous allez sur des sites haineux sur Internet. Comprenez-vous? Comment se fait-il qu'on retrouve des livres écrits par des rabbins israéliens sur comment tuer des goyim et puis influencer les gens? Puis vous avez une gang de rabbins israéliens qui défendent ce livre qui se base sur une défense basée sur la religion pour justifier le meurtre de tuer des non-juifs. Un livre qui a été écrit par un auteur qui s'appelle le rabbin Yitzhak Shapira, où lui décrit dans son livre que les non-juifs sont sans compassion par nature et puis devraient être tués pour courber leur inclination du mal. Evil inclinations. Hey, imaginez. Puis il dit, lui, si on tue des gentils qui ont violé une des 7 commandements, il n'y a rien de mal avec ce meurtre. C'est ce que Shapira insiste. Et puis il cite la loi juive comme étant sa source. Évidemment, il en fait une interprétation très sélective. Et il déclare que la justification pour tuer des bébés est très claire.
si en fait ils sont pour grandir et devenir des gens qui pourraient potentiellement qui pourraient potentiellement, si vous voulez, blesser des Juifs, et que dans une telle situation, ils peuvent être blessés délibérément, et pas seulement durant un combat avec des adultes. Wow! Alors ça vient du Torah Am-Melech. Vous avez une vidéo là-dessus. Ça, c'est de la haine. C'est ça de la haine. C'est ça un discours haineux. Mais quand c'est eux autres, quand c'est anti-gentil, les goyim, puis ça veut pas dire, faites attention, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut savoir marcher la ligne correctement, soyez bien clair dans votre tête. Il y a des gens qui croient à ça. Quelques personnes, je sais pas combien, quelques-unes, des centaines, peut-être quelques milliers, je sais pas. Est-ce que ça veut dire que tous les Israéliens sont comme ça, tous les Juifs sont comme ça? Ben non. La même affaire que vous avez des radicaux complètement capotés musulmans, des Arabes complètement décalqués. Est-ce que ça veut dire que tous les Arabes et les musulmans sont comme ça? Ben non. Voyez-vous un peu le bon sens, là? Parce qu'on parle des musulmans, ça a du bon sens, mais quand on parle des Juifs, là, on n'a plus moyen de se parler. Vous avez des Russes qui sont complètement sanguinaires, des malades mentales. Ça veut-tu dire que tous les Russes en général sont comme ça? Ben non, évidemment pas. Vous avez des criminels de guerre comme Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Richard Pearl, toute cette gang-là. Netanyahu, Sharon, Sarkozy, Blair, Harper. C'est des criminels de guerre. OK? Est-ce que ça veut dire que le peuple canadien puis tout le peuple américain, c'est des écœurants puis c'est des sales puis tout? Non. Évidemment pas. Évidemment pas. Il faut faire la différence entre les deux. Comprenez-vous? Vous avez un article ici de des artistes israéliens, par exemple, qui ont parti une campagne sur Facebook pour dire aux Iraniens que plusieurs Israéliens ne supportent pas la guerre et les menaces de guerre. Alors, vous avez Ronnie Edry puis Michael Tamir qui ont parti cette campagne qui s'appelle Israel Loves Iran, qui ont pour but de humaniser le peuple israélien pour les utilisateurs iraniens de Facebook et puis leur exprimer leur opposition avec leur gouvernement israélien puis son langage, son discours de guerre. Alors voyez que si vous avez des fous comme Netanyahou au pouvoir, ou des groupes terroristes comme l'ADL qui ont été déclarés des groupes terroristes par le FBI aux États-Unis, ça ne veut pas dire que tous les Israéliens puis les Juifs, c'est des fous, c'est des malades mentales, là. OK? Au contraire, si j'aimerais bien arriver à quelque chose, c'est de diffuser une bombe à retardement qui risque d'exploser à la face de toutes ces bonnes personnes qui sont en Israël et tous ces bons juifs. Parce qu'avec le discours que Netanyahou tient sur la place publique internationale, et une attaque potentielle sur l'Iran pourrait évidemment enflammer la planète en entier d'une vague d'antisémitisme réel. OK? L'État d'Israël était supposément pour être établi pour devenir un genre si vous voulez, de lieu de protection, une place où les Juifs pouvaient se réfugier et être en sécurité. Mais c'est en train de devenir au contraire une place qui pourrait être la plus grande menace pour les Juifs. Imaginez l'ironie de tout ça. C'est capoté. Comprenez-vous que la prochaine vraie vague, là, pas des fausses vagues là, inventées, là, la prochaine vraie vague d'antisémitisme réel pourrait être causée par les actes des leaders sionistes d'Israël. C'est ça la réalité. Comprenez-vous un peu plus la situation là où j'essaie d'en venir avec le discours haineux?
Vous avez des gens, ok, écoutez, voyez ça, des soldats israéliens ont tiré dans la figure avec une de ces balles en caoutchouc, directement dans la figure d'un enfant de 15 ans, à une distance de 20 mètres, durant des démonstrations qui ont eu lieu dans le village de Cisjordanie de Nebi Saleh. Le petit gars se l'est pris dans le joue et c'est allé évidemment au travers, laissant un large trou dans sa joue. Quand même, est-ce que vous croyez que ces actes ne sont pas haineux? C'est ça, à un moment donné, qui a plus d'allure. Ça n'a plus d'allure quand vous vous retrouvez avec un ambassadeur israélien du nom de Michael Oren et qui écrit un article parlant du besoin grandissant d'investir dans 10 dômes de fer. Alors, c'est quoi ça, le Iron Dome, des batteries anti-missiles. Alors, on en a installé une autour d'Israël à grands frais des Américains. Et puis là, ben, on en veut 10 autres. Combien ça coûte? 50 millions chaque. Alors, vous avez le déficit fédéral aux États-Unis qui est en train d'exploser. Les infrastructures américaines sont en train de s'écrouler. Vous avez la pauvreté infantile, l'instabilité dans la nourriture. Les vétérans américains qui sont la plus grande partie de la population des sans-abri qui couchent dans les rues. Et puis l'administration Obama qui devrait donner un système de défense missile à Israël pour le coût d'environ un demi-milliard de dollars. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas un problème ici? Il n'y a pas un problème ici, on parlait de haine et d'indifférence. Est-ce que c'est pas un problème d'indifférence? Quand vous avez la plus grande partie de la population des sans-abri qui sont des vétérans de guerre, alors on envoie ces gens-là comme de la chair à canon pendant plusieurs tours au Moyen-Orient, en Irak, en Afghanistan. Ils reviennent, pouf, on les abandonne, ces gens-là finissent dans la rue. Incroyable. Des actes haineux, est-ce que ce ne serait pas de ces colons juifs ici? Encore là, est-ce que c'était tout le peuple comme ça? Bien sûr que non. Mais vous avez quand même de ces colons juifs qui volent non seulement des terres palestiniennes, mais ont volé aussi des sources d'eau palestiniennes. Alors vous avez, ça vient de qui? Écoutez, est-ce que ça vient de sources antisémites? Ben je sais pas, là, ça vient des Nations Unies. L'Office de la coordination des affaires humanitaires, qui, elles, ont fait un genre de sondage. Pas un sondage, en fait, on a répertorié 530 points d'eau, en fait, des sources d'eau dans la Cisjordanie, et on a trouvé que 30 de 30 de ces sources étaient contrôlées par l'armée israélienne, ont été volées à les gens qui habitaient là, des Palestiniens. Alors on leur vole leur source d'eau. N'est-ce pas incroyable? Alors vous avez 26 autres points d'eau comme ça, où les colons juifs ont menacé les gens d'en prendre contrôle. N'est-ce pas incroyable? Donc c'est de là que vient toute, si vous voulez, cette nuance à faire quand on dit vouloir surveiller votre discours haineux, puis quand on voit des actes haineux qui sont passés comme ça. Alors, regardez un autre cas ici au Québec. Les manifestations monstres étudiantes qui ont eu à Montréal, entre 150 et 300 000 manifestants qui étaient au rendez-vous jeudi dernier. Des centaines de milliers d'étudiants qui ont marché à Montréal pour protester contre la hausse des droits de scolarité. Quand même assez incroyable. On demande un débat, on demande au gouvernement Charest d'entamer une conversation, d'ouvrir le dialogue, une ligne de dialogue. Qu'est-ce qu'on a en retour? Une indifférence. Charest qui a déclaré, puis vous pouvez lire ça dans les journaux, a déclaré aux étudiants, écoutez, il est pas mal trop tard, vous avez manqué le débat il est fini, on est déjà prêt à décision. Excuse-moi, mais le débat, il a eu lieu quand?
C'est parce que moi, j'ai pas reçu une note par la malle. Je pense pas qu'il y a aucun étudiant qui a reçu une note par la poste leur disant qu'on avait un débat qui était en cours. Alors, on a eu un débat qui a été débattu entre des murs à quelque part dans la capitale, sans la population. Et puis après ça, on nous dit qu'on a manqué le débat. Les autres sont arrivés avec la décision. Clac, on va monter les frais. On va monter les frais de... Écoutez, c'est quoi? 300 quelque chose, 350 $ par année sur 5 ans, pour un total de quelque chose comme 1600 $ de plus par année. Alors qu'on voit déjà la dette étudiante augmenter. Puis la décision est déjà prise. Mange la marde. Mange la marde. Charest reste inflexible. Non seulement inflexible, mais complètement indifférent. On s'en fout. En fait, c'est bien pire que ça. Écoutez, là, on va monter de 200$ ici la cotisation pour le système de santé qui est digne. Puis écoutez, là, c'est pas pour dire un commentaire descendant, si vous voulez, ou quoi que ce soit, là, mais je veux dire, c'est pire que le tiers-monde, là, le système de santé ici, là. Je veux dire, en Asie, j'ai passé une dizaine d'années en Asie, j'ai jamais attendu plus que 30 minutes dans un hôpital avant de me faire soigner, pour des frais de 30 à 40$ maximum. Ici, vous avez le doigt qui pend. Le doigt qui pend. Vous êtes coupé, vous avez le doigt qui pend. Vous arrivez dans le milieu de la nuit, on vous dit qu'il n'y a pas de docteur dans l'hôpital. Ça m'est arrivé, ça, là. Ça m'est arrivé, c'est pas des histoires. Pas à moi, à mon ancienne blonde. Ma petite copine qui arrive à l'hôpital, claque le matin. Il n'y a pas de docteur dans l'hôpital. Où vous allez attendre pendant 8 heures. Vous avez un os cassé. Vous allez attendre 8 heures. On vous charge 200$ de plus par année pour cet excellent service. On va monter la taxe sur le pétrole. On va augmenter la taxe sur la vente. Écoutez, on va venir chercher 3 milliards de dollars de plus dans les poches des Québécois. Le gouvernement vient se chercher 3 milliards de dollars dans les poches des Québécois. 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars de moins dans les poches, de moins en circulation, zoup, qui disparaît, on s'en va pas trop, on sait pas trop où, dans les poches de whatever, secteur corrompu de l'économie, big pharma, médicaments, vous avez la moitié de l'État qui part, de l'argent de l'État qui part dans le système de santé qui ne fonctionne pas du tout. Ça va partir dans les contrats de construction gérés par la mafia à Montréal. C'est vous qui payez. Voilà l'indifférence. Voilà l'indifférence. Mais hey, on parle de discours haineux ici et d'indifférence. N'est-ce pas là une indifférence d'une population entière? Une population qui s'appauvrit de 3 milliards de dollars. Mange la marde, c'ti. Mange de la marde. Pendant ce temps-là, on dit aux étudiants, hey, faites-vous-en pas, on va augmenter les prêts et bourses. Ah oui, on va augmenter les prêts et bourses. On va pas augmenter les bourses, ça c'est certain. Les prêts vont augmenter, ça. Parce que ça, c'est un beau marché. Hein? On pogne des étudiants bien à la gorge quand ils sortent là, de leur étude. Ils doivent 20, 30, 40 000. Aux États-Unis, c'est bien plus que ça encore. Une université peut coûter 20, 30 000 par année. Hein? Alors, ben voilà, aux États-Unis, ben, vous avez un taux d'endettement chez les jeunes Américains, ceux qui finissent leur étude, incroyable. OK? Elle a tellement augmenté cette fameuse dette, cette dette étudiante, elle est passée de 97 milliards de dollars. Écoutez les chiffres, là. 97 milliards de dollars en 1997. Elle a augmenté à 870 milliards de dollars selon les rapports conservateurs de la Fed. Aujourd'hui, elle se rapproche en fait, on rapportait la semaine passée, alors on voit que selon les chiffres, on se rapproche, ou on l'a déjà passé, le cap du trillion de dollars, du 1000 milliards de dollars de dette étudiante. Ah, quelle belle façon de contrôler une population. Elle n'a même pas commencé à travailler déjà endettée. Incroyable. Quel outil d'esclavage. Incroyable. Ouais.
Ça, c'est comme ça qu'on traite les étudiants. C'est pas simplement... vous avez une nouvelle ici qui est sortie. Un étudiant brésilien qui a été tué à Sydney par les forces de la police. On a utilisé le taser. Pow! Le jeune homme s'est écroulé et ne s'est pas relevé. Comme ça qu'on traite la population.